Bonjour à tous. Nous allons traiter d'une affaire qui fait grand bruit aux États-Unis. Il s'agit de l'impeachment. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'impeachment, c'est la procédure qui permet au pouvoir législatif américain de destituer un haut fonctionnaire du gouvernement, dont le président des États-Unis, d'un membre du cabinet ou d'un juge fédéral, et ce en 2 étapes. La Chambre des représentants doit d'abord voter pour cet impeachment à une majorité simple. Ensuite, a lieu un procès devant le Sénat présidé par le vice-président ou alors, dans le cas du président des États-Unis, le Sénat sera présidé par le président de la Cour suprême. La décision de ce dernier, c'est-à-dire du président des États-Unis, requiert la majorité des 2/3 au Sénat. Selon l'article 2 de la Constitution des États-Unis, le président peut être destitué sur mise en accusation et condamnation pour trahison, corruption ou autre crime et délit majeur. Plus tôt, en 1868, pour la première fois, eh bien, la première procédure de ce type fut lancée à l'encontre du président Andrew Johnson, qui assumait la vacance de pouvoir laissée par le président Abraham Lincoln, victime d'assassinat. Suite à la guerre de sécession, le 14e amendement à la Constitution américaine qui garantit aux Noirs l'égalité des droits civiques est finalement voté par le Congrès. Le président Johnson, opposé jusque-là à cette loi, et ayant perdu la bataille contre les radicaux du Parti républicain, limoge son secrétaire à la guerre, et ce, contre l'avis du Sénat. La procédure de destitution est alors lancée. La Chambre des représentants retient 11 chefs d'accusation contre lui. Après 6 mois de procès au Sénat, le vote a enfin lieu. Il s'en sort, cependant, à une voix près, une seule. Le président est acquitté. La deuxième procédure d'impeachment a lieu en 1974 ou 1974 pour les Belges. C'est le Watergate. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le Watergate est un complexe de bâtiments qui abrite le siège du Parti démocrate américain. Tout est parti d'un cambriolage au siège de ce parti. Puis le Washington Post, un organe de presse, publie que le président Richard Nixon et son entourage ont eu recours à des financements irréguliers de campagne et des supposés liens avec les cambrioleurs mis aux arrêts et la présidence. L'affaire ne fait cependant pas grand bruit et le président est réélu en 1972 à une écrasante majorité, 1972 pour les Belges. L'année suivante, l'affaire est relancée grâce à l'obstination d'un juge et la mise en place d'une commission d'enquête sénatoriale. Puis, une série de révélations mettent au grand jour des cas d'obstruction de la justice et d'abus de pouvoir. Cette fois, le public américain s'intéresse de plus en plus avec les retransmissions en direct des auditions au Sénat. L'affaire tourne très vite à l'espionnage politique lorsque l'existence d'un système d'écoute dans la Maison-Blanche est rendue publique. S'engage alors un bras de fer entre le président Nixon et les enquêteurs qui demandent la restitution des bandes magnétiques d'enregistrement. L'implication de la présidence se précise. C'est alors que le Congrès engage la procédure d'impeachment contre le président Richard Nixon visant à destituer le locataire de la Maison-Blanche. Richard Nixon se résout donc à démissionner en 1974 pour les Belges. C'est la fin du feuilleton. En 1998 ou 1998, le rapport du procureur indépendant remis à la Chambre des représentants accuse le président
Maison-Blanche, Monica Lewinsky. Bill Clinton avait déjà déclaré sous serment qu'il n'avait pas eu de relation sexuelle avec elle. L'année suivante, le président est mis en accusation pour parjure devant le grand jury et obstruction à la justice. Il faut dire que le président Clinton avait été confronté auparavant à ce type d'allégations de la part de deux jeunes femmes. Il y avait une chanteuse qui s'appelait Jennifer Flowers et une fonctionnaire de l'Arkansas, Paula Jones. Bill Clinton est avocat et il était gouverneur de l'Arkansas. Et au cours de ce procès de Paula Jones, eh bien, le nom de Monica Lewinsky avait été évoqué et elle a été citée à comparaître par le juge Kenneth Starr. Et Monica avait nié avoir des relations avec Bill Clinton. C'était pas son procès, mais cela devait compter également pour savoir les activités du maître des lieux, du locataire de la Maison Blanche. Et puis par la suite, il y a eu cette affaire Lewinsky, mais la jeune femme, Monica Lewinsky, n'a pas pu s'en sortir à cause d'une de ses amies qu'on appelait Linda Tripp. En effet, pendant ses escapades avec le président démocrate américain, eh bien, Lewinsky, pendant qu'elle parlait à sa camarade Linda Tripp, cette dernière enregistrait sa conversation, si bien que, pendant le procès, elle a été mise à contribution par le juge Kenneth Starr et elle lui a remis les enregistrements. Et puis, bon, on a découvert que la jeune Lewinsky avait été coupable de parjure grâce aux enregistrements de sa camarade. Et puis, bon, par la suite, Bill Clinton, lui aussi, avait été... voilà, il s'agissait d'une affaire dans laquelle le président s'était rendu coupable de fellation, d'introduction de boîtes de cigares dans le vagin de la jeune femme, consentante, ensuite de masturbation de la part du chef de la Maison Blanche. Rien, aucun aspect de ces relations n'a été occulté par le procureur Kenneth Starr. Nous connaissons la suite de l'affaire. Le procès se termine au Sénat par l'acquittement du président en 1999 ou 1999, les voix des 2/3 des sénateurs n'ayant pas été atteintes. Le président des États-Unis va s'en sortir ici, mais l'affaire va se poursuivre parce que le procureur Kenneth Starr va exiger de Bill Clinton qu'il n'exerce plus sa fonction d'avocat pendant 5 ans dans l'Arkansas et qu'il devait payer $25,000, ce qui fut fait. Cette fois, il s'agit de Donald Trump, le président des États-Unis en exercice. Eh bien, le président Obama avait nommé son vice-président Joe Biden comme représentant en Ukraine. Et le fils du vice-président est nommé membre du conseil d'administration du Burisma, qui est un conglomérat de sociétés ukrainiennes spécialisées en énergie. C'est une société gazière. Et entre-temps, un procureur ukrainien qui enquêtait sur Burisma, dont les activités n'étaient pas transparentes pour les autorités d'alors, sera débarqué sous l'influence du vice-président américain, vraisemblablement pour protéger son fils, qui, rappelons-le, est membre du conseil d'administration de la société cible. Alors, Donald Trump va s'intéresser à l'affaire. Voilà comment ça a commencé. Le président Donald Trump, ayant eu un contact téléphonique avec l'actuel président ukrainien, il lui a demandé d'ouvrir une enquête, il lui aurait demandé d'ouvrir une enquête sur cette affaire afin de situer les responsabilités. L'appel téléphonique suscite alors une alerte au sein des services secrets du Pentagone et est très vite ébruité et traité
traité à l'américaine à cause de ce volet, à savoir que le chef de l'exécutif américain aurait subordonné sa requête faite au président ukrainien d'ouvrir une enquête à un versement d'une somme de 400 millions de dollars, qui est une aide militaire américaine promise par les USA, devant permettre à ce pays sinistré de s'affranchir progressivement de la tutelle russe. Alors une sorte de chantage en somme, pour faire plier son homologue ukrainien. Cette accusation faite au chef de la Maison-Blanche est rejetée en bloc par le président de l'Ukraine. Qu'à cela ne tienne, l'affaire est traitée à l'américaine et les démocrates majoritaires à la Chambre des représentants par la voix de Nancy Pelosi lancent l'opération d'impeachment. Pour les démocrates, Donald Trump veut annihiler les chances de Joe Biden de l'affronter aux prochaines élections présidentielles, d'où il s'emploierait à lui trouver et à son fils des soupçons de corruption. À la Chambre des représentants, l'affaire est mise en délibéré et après le vote, une procédure de mise en accusation est lancée contre le chef de l'exécutif américain, malgré une lettre qu'il a adressée à la chef de file démocrate, Mme Nancy Pelosi, dans laquelle il se défendait de toutes leurs accusations. La procédure est en cours et aura à coup sûr des effets sur la campagne présidentielle de 2020. Mais cette fois, Nancy Pelosi a fait le pas. La présidente de la Chambre, la stratège des démocrates, sort d'une réunion à huis clos avec les siens. Quelques instants plus tard, elle annonce le lancement d'une procédure de destitution contre Donald Trump. Les actes de Donald Trump jusqu'à ce jour ont violé la Constitution et ont mis en danger la sécurité nationale. Le président doit rendre des comptes, personne n'est au-dessus des lois. Au cœur de l'affaire, une conversation téléphonique. Nous sommes en juillet dernier. Donald Trump appelle le président ukrainien. L'entretien est enregistré. Donald Trump parle de son rival politique, de Joe Biden donc, et de son fils, Hunter Biden, qui s'est aventuré en Ukraine, où il a siégé au conseil d'administration d'un groupe gazier accusé de corruption. On parle beaucoup du fils de Biden, affirme alors Donald Trump, du fait que Biden a demandé à arrêter la procédure judiciaire. Ce serait donc formidable, dit le président américain, si vous pouviez faire quelque chose avec le procureur général. D'après les démocrates, Trump aurait trouvé un moyen de pression, 400 millions d'aides militaires pour forcer son interlocuteur ukrainien à enquêter sur les Biden. C'est ridicule, c'est une chasse aux sorcières, je mène dans les sondages, ils ne savent pas comment m'arrêter, le seul moyen pour eux c'est une destitution. Et comme s'il volait au secours de Donald Trump, le président ukrainien vient de nier toute forme de pression lors de leur conversation. Personne ne peut faire pression sur moi. La seule personne qui peut faire pression sur moi, c'est mon fils de 6 ans. Que risque alors Donald Trump? L'attaque frontale des démocrates a peu de chances d'aboutir à sa destitution, à moins que des sénateurs républicains qui domineront les débats ne se retournent contre lui, ce qui à ce stade semble plutôt improbable.